Bonjour, je suis Clément Dagnès. Vous venez de rejoindre l'État-major, le nouveau podcast de l'Express consacré à la défense. Pour ce deuxième épisode, nous regardons du côté du front ukrainien. C'est là que se déroule le pire conflit sur le continent européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Le 24 février 2022, Vladimir Poutine a lancé son armée à la conquête de l'Ukraine. 3 ans plus tard, son bilan militaire est effroyable et vertigineux. Pour la prise de contrôle d'une large partie du Donbass et de l'accès à la mer d'Azov, il a perdu plus de 700 000 hommes mis hors de combat. Combien sont morts ? Entre 135 000 et 195 000, selon l'estimation de mi-janvier de la rédaction russophone de la BBC, à partir de sources ouvertes. Côté ukrainien, environ 60 000 soldats auraient perdu la vie. Pour tenir, les Ukrainiens disposent de plusieurs atouts majeurs. D'abord la motivation à défendre leur nation, leur maison, leur famille pour rester un pays libre. Bien sûr l'aide occidentale, mais surtout une ingéniosité scrutée par toutes les autres armées, en particulier dans leur conception et leur utilisation des drones. Si les Ukrainiens reculent depuis plusieurs mois, ils ne subissent aucune percée. Impossible de savoir s'ils continueront à contenir tant bien que mal la poussée russe. Pour radiographier les armées russes et ukrainiennes, nous recevons aujourd'hui l'un des meilleurs spécialistes français. Vincent Touré rédige actuellement une thèse à l'Université du Québec à Montréal sur les innovations doctrinales et capacitaires de l'armée soviétique et son héritière principale, l'armée russe. Il est également chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique et en juillet dernier, il était de passage en Ukraine pour étudier le conflit. Bonjour Vincent Touré. Bonjour. Les Russes ont conquis près de 4000 km² en 2024, c'est 7 fois plus qu'en 2023. On remarque d'ailleurs une accélération à partir d'août de ces gains territoriaux. Comment cela a-t-il été rendu possible ? Les gains russes qu'on observe là depuis août et puis même depuis septembre 2023, puisque là c'est le début de la phase dure de la bataille d'Avdiivka, donc qui était un des points vraiment central, fortifié du front ukrainien, qui tenait donc on va dire le coude entre le front du sud et le front de l'est dans le Donbass. Donc la chute de cette ville a entraîné une séquence là qui continue encore aujourd'hui d'offensive continue en fait de la Russie contre les positions ukrainiennes sur vraiment une majeure partie du front. Avec du coup ce qu'on voit, une poussée du coup maintenue, sans relâche, donc des Russes qui attaquent comme ça, sans repos, les positions ukrainiennes. Et pour répondre du coup vraiment prosaïquement à votre question, l'accroissement des gains russes, en fait, est la conséquence de l'attrition, de l'épuisement du système défensif ukrainien et de son armée. En fait, c'est ça qu'il faut bien comprendre. L'armée russe est plus du tout celle de 2022. C'est une armée russe qui a un modèle d'armée complètement différent, beaucoup moins blindé, beaucoup moins technologique, mais qui a fait le choix de rendre son attrition, de rendre ses poussées que je décrivais, vraiment soutenables dans le temps pour petit à petit épuiser, pressuriser et donc disjoindre la défense ukrainienne. Comment elle s'y prend, cette armée russe, sur le front, d'une façon, au niveau tactique ? Alors, concrètement, il faut imaginer aujourd'hui le front comme une zone complètement saturée par les feux. Les feux, c'est-à-dire à la fois oui. L'artillerie, les drones et tout ce qui... Tout ce qui peut balancer des explosifs sur l'adversaire. Donc effectivement les drones, l'aviation, donc on va parler sûrement des bombes planantes, mais l'artillerie traditionnelle, qu'elle soit tube ou roquette, donc par exemple les Smerch ou les BM-21. Donc il faut imaginer donc la zone de front complètement saturée, d'une façon très rapprochée. C'est-à-dire que de 0 à 15 km, vous avez une mitraille permanente, c'est les drones. Vous bougez, quelque chose est vu, cette cible du coup peut être complètement identifiée et détruite très très rapidement. Et puis plus vous vous éloignez, et plus là donc on revient sur des feux traditionnels, mais qui sont devenus extrêmement précis. Donc grâce encore une fois à des drones, mais cette fois d'observation, mais également par le satellitaire, ou par les radars, ou par l'aviation de reconnaissance, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand les adversaires se rapprochent de la zone du front, ils sont comme englués par en fait une sorte de couche abrasive, vous voyez, comme une sorte de mitraille qui les enserre constamment. Ce qui fait que aujourd'hui, il faut oublier, par exemple, des grandes offensives avec des blindés, en type Seconde Guerre mondiale pour vraiment caricaturer.
Aujourd'hui, vous avez les deux adversaires progressent par petits groupes de fantassins qui essayent de rendre très mobiles pour justement éviter d'être agrippés par le drone adverse. Et donc, c'est des offensives continues de 5 à 6 hommes qui se relaient comme ça, qui avancent, qui testent les défenses adverses, qui creusent, qui se retranchent et qui, en ayant acquis une position, relancent un travail de sabre contre l'adversaire et essayent d'étendre leur propre feu contre l'autre. L'armée russe est-elle en sur-régime ? Parce qu'on voit qu'il y a un taux de perte, d'attrition, comme on dit chez les militaires, alarmant au regard de ces gains territoriaux. En fait, le régime russe, pour savoir s'il est en sur-régime ou pas, donc quelle est la consistance du moteur utilisé, quoi. Il faut bien comprendre que c'est un moteur qui a été rétrogradé. Vous passez d'un moteur hybride avec toutes les gammes de vitesse et d'énergie possibles à un vieux, on va dire pour vraiment rester dans la caricature, la métaphore, un vieux moteur de tracteur qui est solide, que vous pouvez comme ça pousser constamment, mais qui peut pas faire des grands bonds en avant. Donc de ce point de vue-là, si vous voulez, le moteur russe broie des hommes en quantité astronomique. Aujourd'hui, on est entre 400 000 et 500 000 pertes, donc à la fois des tués, mais à la fois des blessés, des estropiés, des gens qui ne pourront plus jamais combattre de leur vie et qui auront sûrement une réintégration très difficile dans leur vie civile. Donc c'est un moteur qui broie les hommes, mais qui a beaucoup moins besoin de moyens high-tech, donc blindés, moyens lourds, artillerie, l'aviation également. Et qui, de ce point de vue-là, n'a pas de problème à court ou moyen terme. Pour qu'on rentre dans une zone de trouble pour le modèle russe, et notamment pour son économie, donc avec les questions d'inflation, etc., il faut plutôt vraiment attendre la fin de l'année, voire début 2026, pour que là, l'économie et le moteur russe commencent à se gripper. Et donc c'est là le problème, c'est toute la question, c'est que la guerre c'est un jeu compétitif. L'épuisement russe il peut arriver à long terme, si l'Ukraine s'écroule avant, c'est tout le problème, quoi. Justement, pourquoi l'armée ukrainienne, en face, elle plie, elle recule, mais elle ne rompt pas ? Alors, l'armée ukrainienne, il faut comprendre le modèle de base. C'est une armée qui n'était pas du tout massive, il y avait un corps professionnel, mais surtout il y avait encore la conscription. Et c'est une armée qui est rentrée en guerre avec le modèle qu'elle avait et avec, on va dire, beaucoup d'improvisation très ingénieuse et une très forte mobilisation de sa société civile. C'est un modèle qui a prouvé qu'il était très agile, qui maniait très bien les petites unités, le combat défensif, le combat d'embuscade, quelque chose d'agile qui joue sur la surprise, etc. et qui a pu du coup capitaliser sur la rigidité, la lourdeur de l'armée russe en face. Le problème aujourd'hui, parce que maintenant on est vraiment rentré dans une guerre de matériel, de masse, forcée par la Russie, c'est que ce modèle a du mal à monter en puissance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas de niveau au-delà du niveau de la brigade ukrainienne. Et aujourd'hui, ça c'est un problème. Rappelez peut-être une brigade, c'est combien d'hommes à peu près ? Normalement, formellement, ça devrait être entre 2000 et 3000 hommes. Et donc, ça serait quelque chose avec 3 ou 4 bataillons de 800 hommes. Sauf qu'aujourd'hui, une brigade ukrainienne, elle est enflée. Parfois, elle peut monter jusqu'à 10 bataillons. Donc, en fait, il faut bien imaginer un commandant de brigade ukrainienne qui devait en contrôler 4 et qui aujourd'hui doit manier une multitude de pions tactiques qui n'étaient pas du tout sous ses ordres au départ. Et donc là, vous voyez, ça crée un effet de congestion. Et le problème, du coup, ukrainien, qui est de base quantitatif, manque d'hommes, manque de matériel, devient aussi un problème d'organisation et en fait de charge mentale, concrètement. Ils ont énormément du mal à coordonner leurs moyens par rapport à la pression russe, qui, elle, appuie justement sur ces faiblesses-là. Il y a un point essentiel de cette guerre, et notamment de la résistance de l'armée ukrainienne, c'est leur utilisation des drones. Comment l'utilisation des drones, justement, je sais que vous aviez bien travaillé dessus, a évolué entre 2022 et aujourd'hui sur le front ? De base, les drones, c'est surtout une improvisation. Nous avons besoin de voir où est l'ennemi derrière cette colline. Nous n'avons pas de moyens de reconnaissance, on n'a pas de scout, on n'a pas d'éclaireur, etc. Qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est là où aujourd'hui on voit ce qu'est une guerre en fait du 21e siècle, faite par des sociétés digitalisées, numérisées, qui ont l'habitude d'avoir justement des gadgets électroniques de cette façon, qui a une connaissance déjà de l'informatique, du codage, et qui a plein de moyens en fait de se retrouver en ligne. Aujourd'hui, des moyens comme Discord, des moyens de gaming, de loisirs sont devenus des moyens pour se coordonner et faire des opérations militaires. Et le drone, de ce point de vue-là, il faut vraiment oublier la logique d'une plateforme. Il ne faut pas voir le drone comme un objet. C'est vraiment l'incarnation, le symptôme ou l'aboutissement de toute cette société. C'est à la fois des progrès donc industriels, technologiques, la motorisation électrique, la miniaturisation, l'impression 3D, mais c'est aussi toutes ces méthodes de développement agile
où les gens maintenant, alors qu'ils sont pas du tout au même endroit ou même dans le même pays, peuvent collaborer grâce à Internet, pour trouver les meilleures solutions. Et donc en 2022, c'est vraiment une réaction comme ça de la société civile ukrainienne qui, du coup, bricole plus vite que son adversaire. Donc en 2022, c'est des drones surtout d'observation. Ils commencent à essayer d'en faire une arme d'harcèlement, donc à gripper des grenades dessus pour les larguer du coup sur leur adversaire. Et puis petit à petit, en fait, le drone devient lui-même en fait une munition. Et c'est bien ça qu'il faut comprendre. C'est plus un objet, c'est vraiment une plateforme ou un moyen très modulaire que vous pouvez reconfigurer selon vos besoins. Donc ça peut être vos jumelles, comme ça peut être votre grenade ou même votre obusier. Vous pouvez vraiment le reconfigurer comme vous voulez. Et donc petit à petit, au fur et à mesure de la guerre, le drone commence même d'une simple jumelle à une simple grenade à devenir en fait une sorte d'alternative à l'hélicoptère ou à l'aviation tactique, ou même les missiles de croisière, etc. Un des drones dont on parle beaucoup, et l'Ukraine a été pionnière dans cette utilisation, c'est le drone FPV, First Person View. C'est un drone avec des lunettes immersives qui, pour son pilote, donne l'impression d'être à bord de ce petit drone. Qu'est-ce que ces drones FPV ont changé sur le front pour les Ukrainiens ? Le FPV, c'est un moyen de pilotage. Et c'est ça vraiment la grande force. Parce que avant le FPV, vous aviez surtout des drones de type chinois, les Mavic, qui étaient des drones plutôt stationnaires, qui allaient beaucoup moins vite, qui étaient beaucoup moins agiles, et donc qui étaient beaucoup moins reparamétrables, reconfigurables, comme je vous l'ai expliqué. Et là, avec le FPV, en fait, vous avez quelque chose qui peut se faufiler partout, qui est beaucoup moins cher. Un Mavic, ça va être au-dessus de $2000, alors que là, le FPV, pour une version la plus sommaire possible, vous pouvez descendre jusqu'à 500. Donc, en fait, vous pouvez du coup massifier très facilement. Oui, on voit notamment sur le front ukrainien que les drones FPV ont été utilisés pour pallier le manque d'obus pour l'artillerie à un moment et stopper, ou tout du moins ralentir l'avancée russe. Ouais. Alors, c'est un peu le débat de donc est-ce que l'artillerie est obsolète, est-ce que le char est obsolète, est-ce que le drone finalement vient tout remplacer ? Je pense vraiment pas du tout. En fait, c'est des effets de complémentarité. Effectivement, le FPV a permis de pallier un déficit en fait en munitions lourdes. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est une autre catégorie de munitions, l'artillerie, mais ne la remplace pas totalement. Aujourd'hui, le FPV, par exemple, il ne peut pas détruire des cibles qui sont fortement blindées, sauf en jouant, bien sûr, sur, on va dire, des faiblesses du véhicule, ou pour un char, vous voyez, le char est ouvert, donc là, vous pouvez tirer directement dans le poste de pilotage, mais le FPV, concrètement, il ne peut pas détruire des cibles durcies, qu'elles soient blindées ou bétonnées, etc. Alors qu'une une frappe d'artillerie, a d'autres avantages, donc déjà la charge, la pénétration, etc., mais aussi dans la durée. Vous pouvez imaginer un feu d'artillerie comme un feu saturant, donc il va pouvoir occuper l'espace, il va pouvoir interdire des approches. Alors que le FPV, c'est plus une fléchette, vous voyez, ou une mitraille. Vous pouvez la faire, elle est habile, elle cherche sa cible, mais elle ne peut pas l'occuper. Donc il y a des effets de complémentarité comme ça qui sont recherchés. Et donc il faudrait surtout pas croire, parce que beaucoup parfois se tombent dans une position de confort, en se disant c'est bon, ils ont les FPV, on n'a plus besoin d'envoyer des obus d'artillerie. C'est pas du tout le cas, parce que si vous enlevez cette menace de l'obus plus fort, on voit en fait les adaptations russes. Donc les adaptations russes, vous savez, c'est ils mettent des cages de partout sur leurs véhicules. S'il y avait une puissance d'artillerie ukrainienne ou aérienne plus puissante, il n'y aurait pas ce type de véhicule, parce que c'est d'énormes cibles. Donc vous voyez, il faut permettre aux Ukrainiens de jouer de ces effets de complémentarité, de disposer à la fois de différents types de munitions et de vecteurs pour vraiment menacer leur adversaire et inhiber ses attaques. On découvre que sur le front, les soldats de part et d'autre sont équipés de manuels, à la fois pour utiliser les drones FPV ou pour s'en prémunir, les contrer. Qu'est-ce que ça nous dit des changements au niveau du soldat, de l'approche de cette menace ? Alors, les expressions de soldats sont assez intéressantes. Donc, par exemple, du côté des Russes, ils vont parler de moucherons en vrac ou d'essaims étourdissants. C'est ce que j'essaye d'exprimer par le terme de mitraille, ou même on pourrait parler de pollution. C'est-à-dire que vous avez vraiment un étau en fait qui enserre du coup le fantassin dans les 3 dimensions. L'approche du coup est forcément beaucoup plus méthodique ou doit être vraiment brusquée. Donc soit vous avancez patiemment, soit justement vous montez sur un buggy ou un scooter comme les Russes font là, ou une moto pardon, pour vraiment vous faufiler au maximum pour essayer d'éviter en fait cette sorte d'ombre, cette menace en fait omniprésente qui bourdonne autour de vous. C'est quelque chose d'assez terrifiant quoi, parce que comme je vous l'ai dit, il y a un objet avec l'attention d'un pilote qui est directement dirigé contre vous et qui peut vous arriver
par n'importe quel angle, quoi. Donc c'est assez effrayant. Ouais. Aujourd'hui, c'est un enjeu, et vous le soulignez bien dans l'article qu'on retrouve dans Vortex, que vous avez écrit, de produire des drones, et en particulier des drones FPV. L'Ukraine va en produire des millions chaque année. Elle a annoncé la création d'une armée des drones. Pourquoi une telle armée, au même titre qu'une armée de l'air ou une armée ou une marine? Et quelle forme finalement pour une telle force? Alors pourquoi créer un service en fait? Ça, c'est des questions. C'était des questions qui étaient déjà posées par rapport à l'aviation. Est-ce que l'aviation doit être une branche indépendante ou est-ce qu'elle doit être complètement en fait intégrée par exemple aux opérations terrestres? Par exemple, les Russes, eux, étaient plutôt sur une logique de l'aviation est quelque chose de subordonné. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'en créer un service indépendant. On arrive à un service indépendant en général parce que déjà il y a des objectifs, des considérations logistiques et de maintenance. Un service, c'est comme, en fait, il faut imaginer comme une institution. Une institution permet de régulariser, de standardiser, donc de créer des normes pour tout le monde, des normes de sécurité, de diffuser des bonnes pratiques. Donc déjà, ça améliore l'entraînement, la formation. Et puis ensuite, des effets justement de scaling, de montée en puissance pour uniformiser par exemple les normes techniques. Donc faire en sorte que tous ceux qui produisent des drones en Ukraine, parce que la production est très décentralisée, produisent quand même des drones qui puissent être fiables, qui n'explosent pas par exemple dans les mains des opérateurs, quoi. Et donc faciliter formation, logistique, maintenance. Ça, c'est un premier atout qui est certain. Après, c'est l'ambition. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Et là, on reste par contre encore à des hypothèses. Il y a potentiellement un intérêt pour les Ukrainiens, par exemple, et ils l'ont indiqué plusieurs fois, donc c'est possible, de massifier, d'accroître le nombre de frappes stratégiques. Donc en fait, le service de l'armée des drones serait vraiment consacré à la frappe à longue portée en Russie. Et donc comment améliorer nos frappes? On crée un service complètement dédié à cette mission. Ou alors, ça serait pour concentrer dans un service, à travers le drone, tout ce que je vous ai expliqué sur, on va dire, la dimension digitalisée de la guerre. Donc la prise d'informations par la dronisation, mais également les réseaux d'information qui relient les drones aux opérateurs, l'intelligence artificielle, les centres de calcul, etc. Ça, c'est un développement, par exemple, qui pourrait le rapprocher du modèle chinois. Les Chinois avaient, parce qu'ils l'ont divisé, mais ils avaient ce qu'ils appelaient une force de soutien stratégique qui réunissait comme ça les fonctions de reconnaissance, d'intelligence, bref, toutes les fonctions numériques, quoi. On a parlé des drones, et si une armée occidentale comme l'armée française voulait massifier une production de drones FPV, cela vous semble facile? Non, c'est pas facile parce qu'encore une fois, le drone, c'est l'expression d'un modèle sociétal et donc un modèle d'armée. Il faut pas oublier une chose, c'est que l'armée ukrainienne, si ces solutions civiles ou duales ont pu se développer, donc les drones, c'est parce que c'était une armée de conscription aussi. Donc il y avait une porosité entre l'institution militaire ukrainienne et sa société civile qui était extrêmement importante. Nous, en France, il faudrait, pour permettre ça, qu'on abaisse, on va dire, les seuils, les cloisons entre le monde civil et militaire. Donc, par exemple, il faudrait revaloriser le rôle des réserves, ou il faudrait imaginer des startups civilo-militaires, peut-être sur un modèle israélien. C'est pas impossible, mais du coup, ça demande de profondes réformes et surtout une prise de conscience beaucoup plus importante aujourd'hui de l'importance de ces engins et des besoins de réformes beaucoup plus systématiques de nos sociétés et de nos forces armées. Vous avez parlé de l'utilisation dans la profondeur des drones. Il y a la guerre du front et celle en profondeur, avec des frappes de drones et de missiles par dizaines en une nuit de la part de la Russie contre l'Ukraine, mais aussi l'utilisation de telles armes par l'Ukraine. Comment a évolué cet aspect du conflit? Il y a deux logiques, mais il y a un besoin qui est commun aux deux parties. Comme il y a un blocage pour l'instant tactique, les deux armées ont quand même énormément de mal à avancer, on en a parlé, ça a créé une attrition complètement démentielle. Le passage, si vous voulez, par une logique de frappe en profondeur est quelque part une recherche de contournement du problème au sol. On va viser directement les villes ukrainiennes, comme ça on va atteindre la volonté politique du peuple ukrainien à continuer la lutte, on va cibler ses usines, on va cibler sa production d'électricité, on va essayer d'affaiblir le pays de l'intérieur directement en passant au-dessus du front, littéralement. Et du côté de l'Ukraine, il y a cette même logique de il faut qu'on enraye la montée en puissance russe, il faut qu'on désorganise sa massification du front. Donc on va commencer à frapper ses centres logistiques, ses aérodromes, ses usines d'armement, ses raffineries, etc.
Après, la façon dont les deux acteurs le font répond de deux logiques différentes. Les Russes sont encore une fois sur une logique de masse qui est articulée. On appelle ça du panachage. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir des vecteurs, donc là, c'est encore une fois des drones, donc les Shahed, les drones iraniens, qui sont des drones à bas coût, mais qui permettent comme ça d'occuper l'espace, qui forment, on va dire, une première bande, un premier échelon de rencontre à l'échelle du théâtre, qui va comme ça, à bas coût, tester en fait les défenses ukrainiennes antiaériennes, et isoler, identifier là où il y a des trous dans la raquette. Ou même, en fait, épuiser la raquette en épuisant les ressources d'interception ukrainiennes. Et à partir de ça, de cette première couche comme ça de drones à bas coût russes, ensuite, les Russes isolent, identifient là où ils peuvent envoyer des vecteurs donc plus rapides, plus performants, plus mobiles. Donc là, les missiles balistiques, les missiles de croisière, les missiles hypersoniques, etc. Ça leur permet comme ça d'optimiser des ressources rares, parce qu'un missile balistique, ça reste quand même très cher, tout en fait jouant sur un effet d'attrition et d'épuisement de leur adversaire ukrainien. Les Ukrainiens, la logique est plus proche de ce qu'ils font dans le domaine maritime. Donc, vous savez, la flotte moustique. Donc, c'est une logique, on va dire, plus force spéciale ou plus asymétrique. Ils font des raids plutôt en profondeur. Donc là, ils isolent beaucoup plus finement où sont les trous dans la raquette russe, et en fait les exploitent tout de suite. Et ils envoient comme ça des forces, une force de frappe très rapide pour exploiter justement ces trous. Voilà. Et ils jouent comme ça plus des angles morts en fait de la défense russe que d'essayer de la forcer de brute force comme les Russes le font contre eux, quoi. Du côté ukrainien, quel bilan on peut tirer de l'incursion et de l'occupation en territoire russe de la région de Koursk? Alors, c'est compliqué, parce que il y a deux logiques, encore une fois, en cours, en parallèle. Il y a la logique politique, surtout avec l'arrivée de Trump, donc la logique la perspective des négociations, donc du donnant-donnant, Koursk comme une sorte de gage territorial dans les futures négociations. Et puis après, il y a la logique opérationnelle. Donc, combien ça a coûté, concrètement, pour les Ukrainiens de prendre cette région frontalière et de la tenir ensuite. Du point de vue de la logique politique, je trouve que le calcul reste positif, parce que concrètement, aujourd'hui, les Russes ne parlent plus du tout de geler la ligne de front là où ils sont. Donc ça oblige tous les alliés de l'Ukraine à considérer cette question, et notamment Trump. On a eu quelques échos aujourd'hui, par exemple, les Américains disent « on ne peut négocier que si la ligne de front est stabilisée ». Donc, vous voyez, il y a des effets de logique où on va devoir peut-être encore un peu aider les Ukrainiens à tenir, parce que sinon, on ne peut pas avoir une position de, vous savez, peace through strength, on ne peut pas avoir une position de force vis-à-vis des Russes. Donc là-dessus, je trouve que les Ukrainiens, le calcul politique a été bon. Ils ont forcé tout le monde à soutenir leur effort de guerre dans la durée et à écarter, on va dire, les découragements, etc. Ça fait un point d'ancrage, quoi. Par contre, d'un point de vue opérationnel, je trouve que c'est vraiment drastique, quoi. C'est à la Pyrrhus. Parce que concrètement, ils ont allongé la longueur du front qu'ils doivent tenir, alors que leurs ressources n'ont pas augmenté proportionnellement. Ils ont engagé en plus dans Koursk leurs meilleures unités. Et on peut voir les effets, par exemple, sur la défense de Pokrovsk, donc dans le sud, dans le Donbass. Vous enlevez les meilleures brigades ukrainiennes, le front commence à tanguer. Et je pense que là-dessus, ils ont fait un sacrifice, donc encore une fois, dans une logique politique, qui les met dans une situation quand même très grave d'un point de vue opérationnel et qui appuie directement sur leur faiblesse, c'est-à-dire un manque d'hommes, un manque de matériel, etc. Vous avez parlé des brigades ukrainiennes. La brigade Anne de Kiev a été en partie entraînée en France, dans les camps de Champagne de l'armée de terre. Et on a appris par la suite qu'elle a été démembrée en partie pour boucher des trous sur le front. Qu'est-ce que cela dit de l'organisation de l'armée ukrainienne ? Bon, déjà, il n'y a pas de malédiction. C'est pas les Ukrainiens ont détesté la 155e brigade et l'ont démembrée dès l'arrivée. C'est juste que, malheureusement, en fait, cette brigade partage le sort des autres brigades ukrainiennes, à part celle d'élite et encore. Où en fait, donc ça revient sur le problème que je vous ai parlé avant, les Ukrainiens n'ont pas réussi à créer d'unité, de formation, un cadre d'organisation supérieur à la brigade. Il n'y a pas de division. Ils essayent de faire des corps, mais ça marche pas très bien. Donc ils ont que la brigade. Et concrètement, en fait, la brigade pour eux n'est pas une unité constituée, ne fonctionne pas comme une brigade. C'est d'abord un volume de force mobilisable. Et à cet égard, du coup, la 155e, comme tant d'autres brigades ukrainiennes, est une ressource mobilisable qu'on déploie du coup là où on peut, là où on veut pour tenir le front. Et ce qui arrive à la 155e arrive à d'innombrables autres brigades. Vous avez une sorte en fait vous avez des brigades qui enflent
qui donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont à plus de 10 bataillons, ce qui est complètement fou. Et puis vous avez des brigades en fait qui s'amenuisent en fait parce qu'elles voient leurs différents bataillons être dispatchés à droite et à gauche, etc. Pourquoi ils font ça ? Parce que il y a des questions de réforme, mais là plus profondes, de l'État, de l'état-major, de la hiérarchie militaire ukrainienne. Ils craignent ne pas pouvoir former rapidement suffisamment de cadres pour créer justement ces échelons supérieurs dont je vous parle. Donc ils font avec les moyens du bord et ils jouent de leur agilité et de l'excellence de leur meilleure brigade pour appuyer les autres. En Ukraine même, il y a beaucoup de critiques sur le commandement et la façon dont les troupes sont commandées, même à plus haut niveau. Qu'est-ce qu'on comprend de ces critiques et sont-elles justifiées ? Là, il y a deux considérations. Il y a celle du front. Donc là, souvent, d'ailleurs, les critiques viennent souvent d'officiers, de soldats qui sont directement au combat, parce que eux, ils perçoivent tout de suite les lacunes, les déficiences. Et donc, ils essayent de critiquer, de faire remonter ces problèmes. Et après, il y a la logique d'ensemble, où là, justement, le problème, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. L'armée ukrainienne ne peut pas, et d'ailleurs, n'importe quelle armée, c'est une tâche insoluble, se réformer en guerre, dans une situation d'urgence et de crise existentielle. On demande aux Ukrainiens de trouver des solutions pour améliorer leur hiérarchie, pour corriger leur commandement. Et il y a plein de choses qui devraient être faites. Je veux dire, il y a des commandants qui devraient être virés, ils en virent pas mal. Bref, ça, voilà, il y a des causes conjoncturelles. Mais structurellement, on demande à l'Ukraine, en fait, d'aboutir à un nouveau modèle d'armée que personne aujourd'hui n'a à sa disposition. C'est-à-dire qu'on dit aux Ukrainiens, votre modèle d'armée, là, il est quand même, c'est beaucoup de bricolage, c'est beaucoup d'improvisation, c'est beaucoup de solutions trouvées dans l'urgence. Il faudrait que vous adoptiez un modèle, par exemple, je sais pas, moi, l'occidental, que vous ayez des brigades, des divisions, etc. Bon, ça, c'est super, c'est le plan. Le problème, c'est que les Ukrainiens n'ont ni le temps, ni forcément les ressources pour le faire correctement. Avec un État qui est lui-même extrêmement fragmenté et dysfonctionnel parce que hérité de l'ère soviétique, on ne va pas retourner dans l'histoire, mais l'État ukrainien a du mal à tout gérer, si vous voulez. Donc là, on demande une réforme de l'État, on demande une réforme de l'armée, ils n'ont pas le temps, et surtout, au-delà de ça, ils n'ont aucune preuve en fait que nos théories, nos modèles d'armée fonctionnent. C'est ça aussi, c'est qu'on leur demande en fait d'adopter un nouveau modèle, mais il n'y a aucune preuve tangible que le modèle occidental fonctionne particulièrement bien pour leur propre situation. Donc en fait, ils décident, c'est un chemin à mi-parcours, ils font une réforme en fait empirique, c'est-à-dire ils testent ce qui marche pas, et ça accouche à une armée du coup à plusieurs vitesses, avec les meilleures brigades qui fonctionnent comme des startups. C'est vraiment un milieu darwinien, c'est-à-dire nous on laisse les gens innover. Et si quelqu'un sait comment détruire plus de Russes demain qu'aujourd'hui, on le laisse faire. Et du coup, vous avez plein de pépinières comme ça, de start-up, de licornes, on dirait, militaires, que les Ukrainiens laissent se développer. Et ils essayent comme ça, en fait, de laisser ces brigades irradier, influencer, rayonner dans le reste de l'armée pour qu'elles se réforment empiriquement, progressivement. Mais du coup, c'est extrêmement difficile. Puis il y a plein d'à-coups et d'erreurs et de gâchis, etc. Un des gros problèmes de l'Ukraine, c'est le recrutement. Est-ce qu'elle a réussi à mobiliser récemment et pourquoi ça semble si compliqué pour elle ? Non, elle n'y arrive pas, mais après, donc là, vous voyez, on touche encore une fois à la question de la nature de l'État, la nature de la société ukrainienne, mais je pense qu'on est trop dur avec eux, parce que nous, tout de suite, on dit, État post-soviétique, État dysfonctionnel. Sauf qu'il n'y a pas que ça, il y a de ça, mais il n'y a pas que ça. Ce qui est en jeu, là, c'est la capacité d'un État pour concrètement extraire, mobiliser les ressources démographiques, donc les gens, mais aussi les ressources donc industrielles de sa société. Et là, au-delà du dysfonctionnement d'un État post-soviétique, moi je pense qu'il y a un problème qui nous touche nous aussi. Comment on mobilise une société post-moderne, post-industrielle ? Comment on convainc les gens de mourir pour l'idée d'une nation qui n'est plus du tout la même idée qu'il y a 100 ans ? Comment on fait ? Comment on fait alors que, est-ce que les gens, donc il y a des gens, les déclinistes, on va dire, ils diraient, oui, vous savez, nous sommes une société post-héroïque, plus personne ne veut mourir pour sa patrie. Mais en fait, l'engagement, il existe. C'est juste que l'engagement, il est plus du tout autant collectiviste qu'avant. Il est plus autant vertical. L'engagement, aujourd'hui, on le voit en France, par exemple, il est très associatif. Les gens ont un rapport aux causes qu'ils soutiennent beaucoup plus personnalisées, beaucoup plus individualistes. Et en fait, ce qu'on voit en Ukraine, c'est un reflet de notre propre société, cette société digitalisée, etc. Les Ukrainiens s'engagent sur une base individuelle et personnelle. Et donc, la levée en masse décrétée par l'État ne fonctionne plus, n'est plus fonctionnelle.
C'est pour ça qu'en fait, ils laissent notamment, encore une fois, les brigades faire leur propre recrutement. Les brigades mettent en avant leur propre prouesse, leur propre identité, et comme ça, attirent les gens par rapport à elles dans un lien direct entre l'appelé et la brigade. Parce que l'appel de l'État ne fonctionne plus du tout. Donc, quand on parle aujourd'hui d'accroître, d'étendre la conscription ukrainienne, il faut bien voir en fait que ça ne donnera pas directement 1 million d'hommes demain. Le rapport ne peut plus s'effectuer comme ça. Et les Ukrainiens l'ont compris, donc ils passent par cette logique beaucoup plus personnelle, beaucoup plus 2.0, qui a ses avantages et ses inconvénients. Et qu'est-ce qu'on sait aussi de la mobilisation côté russe et des difficultés rencontrées par l'appareil russe pour mobiliser ? Là aussi, c'est assez symptomatique. L'État russe n'est pas l'URSS, c'est pas la grosse machine bureaucratique qui peut, comme ça, verticalement s'imposer à la volonté des individus et de ses populations. L'État russe, c'est un État en fait qui est lui aussi très jeune. Il a 30 ans concrètement depuis la chute de l'Union soviétique. C'est pas l'Union soviétique. C'est un État jeune, dysfonctionnel et dont la structuration interne repose sur des relations interpersonnelles, clientélistes. En gros, le rapport au chef, au boss, donc de Poutine au plus bas échelon. Ce rapport-là, du coup, il n'est pas homogène. Encore une fois, quand on voit le recrutement en Russie, ça fait très Premier Empire. C'est-à-dire, vous avez des quotas qui sont donnés aux régions, et l'État russe fédéral dit « Toi, tel oblast, tu dois me fournir 3000 hommes ». Et cet oblast va lui fournir 3000 hommes. Mais alors, l'état de ces hommes-là, leur qualité, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils sont aptes physiquement ou intellectuellement, ça, en fait, c'est complètement passé aux trappes. C'est 3000 hommes, 3000 hommes. Et donc, il y a ce côté-là, on va dire un rapport quasiment féodal à la construction étatique ou du moins clientéliste. Et après, il y a un logique, encore une fois, très capitaliste, très nouvelle société, très presque mercenariat ou entrepreneurial, c'est-à-dire les bonus. Donc, engagez-vous dans l'armée russe et nous assurons votre richesse personnelle, celle de votre famille et éventuellement de vos descendants. Et donc, ça attire, encore une fois, les catégories les plus défavorisées, d'un point de vue du capital ou socialement, d'un point de vue du statut dans la Russie. Vous savez, la Russie, c'est un État multiconfessionnel, multiethnique, où il y a des relations de pouvoir entre périphérie et centre. Bref, ils jouent là-dessus pour attirer du chaland, pour s'engager dans l'armée. Et ça, notamment, ça entraîne une explosion budgétaire pour la Russie. Où vous avez, de souvenirs, c'est des augmentations de 200%, des bonus à donner, parce que la guerre fait quand même peur, et donc ça devient de plus en plus dur quand même d'attirer le citoyen russe lambda, quoi. Est-ce qu'un effondrement d'un des deux camps est possible aujourd'hui ? Alors oui, c'est possible. Donc la Russie, à long terme, parce que son économie est en sur-régime et ça risque d'imploser. Et l'Ukraine, par contre, à beaucoup plus court terme, donc parce que, en fait, les problèmes structurels ne sont pas résolus. Et c'est de notre faute, c'est de leur faute. Donc, il y a les problèmes organisationnels dont tu as parlé, qui entraînent du coup une exploitation sous-optimale du coup des ressources pour les Ukrainiens, de leurs ressources. Mais il y a également, par exemple, le manque d'intercepteurs, le manque de renforcement de la défense antiaérienne ukrainienne. Donc, un problème énergétique vraiment catastrophique. Je crois que c'est 70% de la génération électrique en Ukraine qui est à terre. Et donc, il va falloir, en tout cas, si nos objectifs en Ukraine, c'est la défense de l'Ukraine, c'est la défense de l'Europe, c'est existentiel, le projet d'envoyer des troupes au sol devient vraiment quelque chose de crédible, honnêtement. Merci Vincent Touré. Merci à vous. Pour suivre l'actualité de la guerre en Ukraine, et plus largement les questions de défense, je vous invite à vous abonner sur l'express.fr. N'oubliez pas non plus de suivre l'état-major sur votre application de podcast, que ce soit Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Vous pouvez nous y laisser des étoiles et des commentaires. Cet épisode a été monté et réalisé par Jules Cros. L'état-major, le podcast défense de l'Express, c'est un mardi sur 2. Je vous retrouve donc pour un nouvel épisode le 11 février.